Elle aida un homme grelottant à entrer dans le refuge, sans savoir qu'il était un milliardaire fuyant son propre mariage. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je ne peux pas appeler la police. Il me cherche déjà, mais je n'ai rien fait de mal. Vous grelottez dans la neige et vous parlez de justice? Entrez. Si vous êtes un homme mauvais, je serai la première à le savoir. Le vent rugissait comme une bête en colère à l'extérieur de la vieille porte en bois du refuge, battant le bâtiment de rafales glaciales. La neige soufflait de côté en rideaux épais, engloutissant la ville dans le blanc. Sarah pressa sa main contre la vitre, plissant les yeux à travers le givre alors qu'elle vérifiait la rue une dernière fois avant de fermer pour la nuit. C'était la veille de Noël, mais pour elle, cela ressemblait à n'importe quelle autre nuit froide et solitaire. À 32 ans, Sarah paraissait plus âgée que son âge. La vie n'avait pas été tendre. La légère cicatrice près de son œil droit, sa manière réservée de parler, et l'habitude de vérifier 2 fois avant de dire quoi que ce soit de personnel, tout indiquait un passé rempli de regrets et de trahison. Autrefois comptable respectée avec un avenir prometteur, elle avait passé 6 mois d'enfer derrière les barreaux après avoir été piégée dans un scandale de fraude d'entreprise. Elle avait tout perdu, sa carrière, ses amis, sa réputation, mais pas sa conscience. Après sa libération, elle avait déménagé loin au nord, acheté un bâtiment délabré avec le peu d'argent qui lui restait, et l'avait transformé en un petit refuge. Elle l'avait appelé le Havre, un lieu pour ceux que le monde avait oubliés. Ce soir, seuls 4 résidents étaient à l'intérieur. 2 hommes dormant sur des lits de camp dans la salle commune, une femme âgée lisant à la lueur d'une bougie, et une adolescente emmitouflée dans une couverture, regardant la neige tomber par la fenêtre fissurée. Sarah venait d'éteindre la lumière du couloir quand un coup violent fit trembler la porte d'entrée. Elle s'arrêta, le cœur battant, puis attrapa le tisonnier en fer à côté de la cheminée et s'avança prudemment vers l'entrée. Quand elle ouvrit, une bourrasque de froid la frappa, lui coupant presque le souffle. Là, courbé et grelottant sur le seuil, se tenait un jeune homme. Ses cheveux étaient trempés, collés à son front, et du sang coulait en minces filets d'une entaille au-dessus de son sourcil. Son pardessus, bien qu'évidemment coûteux à l'origine, était déchiré au col et il lui manquait des boutons. Les gants en cuir qu'il portait étaient trempés et raidis par le gel. Il la regarda avec des yeux hagards et suppliants. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je ne peux pas appeler la police. Il me cherche déjà, mais je n'ai rien fait de mal. » Sarah serra plus fort le tisonnier, mais ne le leva pas. « Vous grelottez dans la neige et vous parlez de justice, » dit-elle, la voix calme et sèche. « Entrez. Si vous êtes un homme mauvais, je serai la première à le savoir. » Elle s'écarta. Il n'hésita qu'un instant avant d'entrer en titubant, s'effondrant presque sur le sol. Elle ferma fermement la porte derrière lui et la verrouilla. « Asseyez-vous, » ordonna-t-elle, le guidant vers un banc près de la cheminée. « Vous saignez. Ne bougez pas. » Il n'argumenta pas. Elle l'enveloppa dans une couverture et lui tendit une tasse de thé chaud, puis alla chercher la trousse de premier secours. Quand elle revint, il essayait déjà de déboutonner son manteau, les doigts tremblants trop pour y parvenir. « Laissez-moi faire, » dit-elle en s'agenouillant à côté de lui. Le manteau s'ouvrit, révélant un costume de créateur déchiré à la manche. Sous la chemise, elle entrevit un gilet trempé de neige et de sang. Ses chaussures, en cuir poli, étaient éraflées mais clairement faites à la main. Elle nettoya la blessure sur son front et y appliqua un petit bandage. Pendant qu'elle travaillait, elle dit « Votre nom ?» Il hésita. Puis, presque comme s'il décidait de lui faire confiance, il dit « Thomas. Thomas Whitaker. » Les mains de Sarah s'arrêtèrent un instant, en plein mouvement. Ce nom, elle le connaissait, pas personnellement, mais par les gros titres, les journaux financiers. Whitaker, famille de magnats de la technologie. Vieil argent. Scandals célebres. Mais elle ne dit rien. « Eh bien, Thomas Whitaker, vous avez de la chance que je laisse encore la lumière de mon Porsche allumée. Vous avez besoin de repos, pas de questions ce soir. Vous pouvez rester dans la chambre du fond. Il n'y a pas de serrure sur la porte et je garde une batte près de la mienne. » Il eut un faible rire, plus par incrédulité que par humour. « Merci. » Elle hocha la tête une fois, se levant. « Des vêtements secs sont dans le placard du couloir. Je vous apporterai à manger. » En s'éloignant, elle jeta un regard en arrière. Il était assis, immobile, fixant le feu avec une expression qu'elle avait déjà vue sur son propre visage dans le miroir des années auparavant.
Un homme qui avait été trahi, qui saignait encore quelque part où aucun bandage ne pouvait atteindre. Un fugitif ordinaire ne finissait pas dans une tempête de neige vêtu d'un costume valant plus que sa voiture. Et Sarah, malgré toutes ses cicatrices, croyait encore qu'il fallait donner aux gens une dernière chance. Dans les jours qui suivirent, Thomas resta principalement pour lui-même. Il séjournait dans la petite chambre du fond que Sarah lui avait préparée, n'en sortant que lorsque les repas étaient servis et ne s'attardant jamais une fois la vaisselle débarrassée. Il marchait les épaules légèrement voûtées, comme s'il essayait de se fondre dans le décor. Et il s'asseyait toujours, le dos contre un mur. Sarah remarqua qu'il balayait souvent la pièce du regard, ses yeux allant des fenêtres aux portes et aux visages inconnus, comme quelqu'un entraîné à s'attendre au danger. Il parlait poliment, d'un ton calme qui inspirait confiance aux autres, mais il ne disait jamais plus que le nécessaire. Pas de détails superflus, pas d'histoire personnelle, juste de simples merci et des observations utiles. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement humain sous cet extérieur tranquille. Après le petit déjeuner un matin, Sarah le trouva sur une échelle dans le couloir, en train de réparer une ampoule vacillante qui l'agaçait depuis des semaines. Un autre jour, il passa 2 heures à réparer discrètement le robinet qui fuyait dans la cuisine. Lorsque le vieux générateur du refuge tomba en panne pendant une vague de froid, il le remit en marche en moins de 30 minutes. Les résidents commencèrent à l'apprécier. Il ne méprisait personne, n'agissait jamais comme s'il était au-dessus d'eux. Il aidait à plier le linge sans qu'on le lui demande, offrait de la nourriture supplémentaire aux plus âgés et donna un jour son manteau à un nouvel arrivant trompé et gelé. Mais Sarah voyait plus que de la gentillesse. Elle voyait la façon dont il examinait le manuel du générateur comme s'il en avait écrit de similaires. La façon dont il parlait de câblage et de circuit avec des termes que la plupart des gens n'utiliseraient jamais. La façon dont il jeta un œil à l'écran de son ordinateur portable un soir et marmonna. Ce tableur budgétaire a besoin d'une correction de formule, la colonne F a un écart de 6 centimes. Il n'était pas seulement bien éduqué, il était précis, expérimenté, et cela ne faisait que rendre son silence sur le passé plus assourdissant. Une nuit, après que tout le monde fut allé se coucher, Sarah était assise au bureau dans son office, triant des reçus de dons. Les finances du refuge étaient toujours sur le fil du rasoir. Elle avait froid aux mains à cause du radiateur défaillant et les bougies vacillaient contre les murs. Elle songeait à en rester là pour la nuit quand elle entendit quelque chose. Une voix, pas la sienne, ni celle de quelqu'un dans le couloir. « Nicole, tu avais dit que ce serait propre. »« Alan, tu as menti. Ne prétends pas que tu as fait ça pour moi. » Cela venait de la chambre de Thomas. Sarah se leva, le cœur battant la chamade. La voix n'était pas forte, mais elle portait le poids de quelque chose de profond et de brisé. Elle descendit le couloir, s'arrêta devant sa porte et écouta. « Je vous ai fait confiance à tous les deux, tout est parti. » Sa voix se cassa, rauque de sommeil mais épaisse de douleur. Il rêvait, mais ce n'était pas un simple rêve. C'était la mémoire, s'échappant des murs qu'il avait construits. Elle frappa doucement, puis ouvrit la porte. Thomas était emmêlé dans la couverture, le front trempé de sueur, son visage tordu par l'agonie. « Thomas, dit-elle doucement, vous rêvez, tout va bien. Réveillez-vous. » Il se redressa d'un coup, haletant. Ses yeux étaient grands ouverts, hagards un instant, puis se concentrèrent lentement sur son visage. « Sarah, marmonna-t-il, désolé. Yeah. Vous criez. » dit-elle en gardant une voix calme. « Des noms, Nicole, Alan. » Ses mains tremblaient alors qu'il les passait dans ses cheveux. « Oui, désolé, je devrais dormir ailleurs. »« Vous êtes bien où vous êtes, » dit-elle fermement. « Tout le monde a des fantômes. Les vôtres font juste un peu plus de bruit que la plupart. » Il la regarda, comme s'il pesait le pour et le contre de parler. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-il finalement. Elle hocha la tête. « Je sais. » Elle n'insista pas pour en savoir plus, mais avant de partir, elle s'arrêta à la porte. « Thomas, quoi que vous fuyiez, sachez simplement que vous n'aurez pas à fuir seul pour toujours. » Il ne répondit pas, mais alors qu'elle s'éloignait, il murmura un « merci » discret, presque brisé. Et à ce moment-là, Sarah réalisa quelque chose. Thomas ne se cachait pas seulement de quelqu'un. Il se cachait de la version de lui-même qui avait cru en des gens comme Nicole et Alan, et une partie de lui voulait encore croire en quelqu'un à nouveau. La neige avait cessé la 3e nuit, mais le froid s'accrochait encore à l'air comme un avertissement. Sarah était assise près du feu,
triant des factures de réparation, les yeux lourds de fatigue. Thomas n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Quelque chose dans ce silence la dérangeait. Elle traversa le couloir et frappa. « C'est ouvert ?» répondit sa voix. Il était assis sur le bord de son lit de camp, fixant le sol. Ses mains étaient jointes, sa mâchoire serrée. « Je dois vous dire qui je suis, » dit-il. Sarah s'assit en face, attendant. « Mon nom est Thomas Whittaker. J'étais le PDG de Whittaker Dynamics. » Le nom tomba comme un poids. Tout le monde le connaissait. Géant de la technologie, empire familial. J'ai pris la relève après le décès de mon père. Trop jeune, disait-il, mais je l'ai rendu plus grand, meilleur. Puis je me suis fiancé à Nicole Harper. Elle dirige une start-up médiatique. Tout le monde nous appelait le couple en or. J'y ai cru. Il se leva, commença à faire les 100 pas. Mais elle et Alan, mon meilleur ami et conseiller juridique, ils préparaient quelque chose. Ils ont falsifié ma signature sur des contrats d'investissement, ont détourné de l'argent vers des sociétés écrans, et m'ont tout mis sur le dos. Le ventre de Sarah, c'est Noah. Si j'avais épousé Nicole, elle aurait obtenu un statut juridique sur nos actifs communs. Ils ont tout programmé, les contrats, la couverture médiatique, pour que tout s'effondre après le mariage, faisant de moi le bouc émissaire. Il s'arrêta, la regardant. Ils ont même divulgué de fausses preuves, des emails, des documents. Soudain, j'étais le méchant. Pourquoi ne pas aller voir les autorités? Demanda Sarah. Je l'ai fait, mais Alan avait quelqu'un à l'intérieur. Le jour même où j'ai pris contact, il le savait. Une enquête interne a commencé, mais l'attention s'est portée sur moi, des preuves fabriquées. J'étais fini si je restais. Alors vous avez fui. Je n'avais pas le choix. Je devais disparaître, comprendre ce qu'ils avaient fait et trouver des preuves avant qu'ils ne me ruinent. Le feu dehors crépita doucement alors que le silence s'installait. Puis Sarah parla, sa voix calme. J'ai tout perdu une fois, moi aussi. Thomas la regarda. J'étais comptable d'entreprise. Quelqu'un a volé l'entreprise. Je l'ai signalé et on m'a piégé. Ils ont utilisé mon identifiant, ont tordu les chiffres. J'ai été arrêté devant tout le monde. Thomas ne dit rien, mais son visage s'assombrit. J'ai passé 6 mois en prison. Pas de procès. Personne ne me croyait. Quand je suis sorti, j'ai tout quitté et je suis venu ici. J'ai construit cet endroit avec le peu qu'il me restait. Je suis désolé, dit-il doucement. Elle secoua la tête. Ne le soyez pas. Ça m'a rendue plus forte, et si jamais j'ai la chance de sortir quelqu'un d'autre de cette obscurité, je le ferai. Elle se leva, sa voix ferme. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire, Thomas. Si vous êtes prêt à vous battre, je suis avec vous. Non par pitié, mais parce que je sais ce que c'est de tout perdre et de vouloir encore croire en quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. L'expression de Thomas se fendit, juste un peu. Pas de douleur ou de peur, mais quelque chose de plus proche de la confiance. Je ne sais pas ce qui va suivre, dit-il. Moi non plus, mais nous trouverons une solution. Ensemble. À la fin de la semaine, le refuge semblait plus chaleureux. Non seulement grâce au système de chauffage rafistolé sur lequel Thomas avait travaillé, mais aussi grâce au changement tacite entre lui et Sarah. Le ton brut de sa voix s'était adouci. La façon dont il la regardait maintenant contenait plus qu'une gratitude réservée. Elle contenait du respect. Elle contenait de la confiance. Ils étaient assis ensemble à la table de la cuisine un matin, la neige dehors fondant sous un rare aperçu du soleil d'hiver. Thomas fixait son café intact, puis leva les yeux vers Sarah. « Je dois contacter quelqu'un, une avocate en qui je peux encore avoir confiance. Elle était la conseillère de mon père avant de quitter le cabinet. Son nom est Caroline Mendez. Je ne sais pas si elle me croira encore maintenant. » Sarah hocha la tête, rapprochant déjà son vieil ordinateur portable. Commençons par là. Ils créèrent une nouvelle adresse email sous une fausse identité, utilisèrent un réseau privé virtuel et tapèrent un message bref et codé. Sarah vérifia chaque ligne avant de l'envoyer. « Je faisais ce genre de choses pour des clients, » dit-elle avec un faible sourire. Pas des trucs illégaux, juste m'assurer que les choses étaient hermétiques. « Vous étiez vraiment doué dans votre travail, n'est-ce pas ?» demanda Thomas. Elle le regarda un instant, puis hocha la tête. « Je l'étais. » Au cours des jours suivants, ils travaillèrent côte à côte, réparant des étagères, réorganisant les stocks de nourriture, peignant même sur des graffitis dans la ruelle arrière. Ils formaient une équipe improbable, le magnate de la tech déchu et la comptable devenue gérante de refuge. Mais d'une manière ou d'une autre,
Cela fonctionnait. Un après-midi, Sarah les conduisit en ville pour se réapprovisionner. Au petit marché local, Thomas s'occupait du chariot pendant que Sarah lisait sa liste. Ils se chamaillèrent sur les marques de beurre de cacahuètes, partagèrent un rire lorsqu'il renversa une pile de boîtes de conserve et s'arrêtèrent même pour un café au café du coin. Personne ne le reconnut. Il portait un bonnet tiré bas, gardait la tête baissée. Pour le monde, il n'était qu'un homme aidant une amie. De retour au refuge, alors qu'il déchargeait les courses, Sarah partagea enfin la partie de son histoire qu'elle laissait rarement sortir. « C'est arrivé un jeudi, » dit-elle en s'essuyant les mains sur son jean. J'examinais les rapports trimestriels. Quelque chose ne collait pas. Je l'ai signalé, j'ai suivi la piste et je l'ai porté au directeur financier. Thomas écoutait en silence. 2 jours plus tard, la sécurité m'a escorté hors du bureau menotté devant tout le monde. Les chiffres avaient été modifiés et toutes les preuves pointaient vers moi. Même mon identifiant avait été utilisé. Vous ne vous êtes pas défendu. J'ai essayé, mais le vrai voleur connaissait le système mieux que moi. Mon avocat a dit que je pouvais supporter le chapeau discrètement, soit risquer des années de procès et peut-être une peine plus longue. J'ai accepté la négociation de peine. L'homme de Thomas s'assera. Vous n'aviez rien fait de mal. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je remettais tout en question. Ma santé mentale, mes choix, ma valeur. Elle croisa son regard. C'est pourquoi je l'ai reconnu en vous, la façon dont vous aviez l'air la première nuit. C'est le regard de quelqu'un à qui on a arraché la vérité pour la remplacer par un mensonge trop gros pour être combattu seul. Il hocha la tête lentement, la tension dans ses épaules se relâchant. « Vous n'avez pas à me remercier, dit-elle. Promettez-moi juste que lorsque ce sera votre tour de vous relever, vous ne faiblirez pas. » Je ne faiblirai pas, dit-il doucement. Pas cette fois. Plus tard dans la soirée, alors que le refuge se calmait, un vieil homme nommé Pete, l'un des résidents de longue date, était assis dans la salle commune à feuilleter un journal que quelqu'un avait laissé derrière lui. Ses yeux se plissèrent en regardant la première page. Un petit titre dans le coin disait « Thomas Whittaker toujours porté disparu. Les autorités silencieuses sur l'enquête. » Les yeux de Pete allèrent du couloir au journal. Il regarda de nouveau la photo granuleuse de Thomas en smoking, puis l'homme qui venait de passer devant lui avec un panier de couverture. Il attrapa son téléphone et sortit. Le vent était froid, mais la tentation était plus chaude que la loyauté. « Je crois que j'ai trouvé votre milliardaire, » murmura-t-il dans le récepteur. « Combien ça vaut pour vous ?» L'immeuble avait la même apparence. Verre imposant, acier impeccable, le logo de Whittaker Dynamics brillant d'un bleu froid au-dessus de l'entrée. Mais pour Thomas, il ne lui appartenait plus. Il était plus de minuit, la ville silencieuse sous une couche de neige, le parking presque désert. Thomas ajusta la casquette sur sa tête et jeta un coup d'œil à Sarah à ses côtés. Elle portait un sweat à capuche sombre, des lunettes surdimensionnées et un air sérieux qui pouvait fendre l'acier. « Toujours sûr de ça ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Les serveurs de sauvegarde sont au 2e sous-sol. Caroline a dit que les preuves y sont stockées localement. Emails, documents signés, journaux de transactions. Si nous pouvons les récupérer et sortir sans encombre, nous pouvons tout prouver. » Sarah resserra la sangle de son sac. « Faisons vite alors. » Ils entrèrent par l'ancienne porte de maintenance. Thomas se souvenait encore du code de séjour de PDG, et à son soulagement, il n'avait pas été changé. La porte s'ouvrit en un déclic, révélant un couloir sombre qui sentait l'air froid et le produit de nettoyage. Il ouvrit la voie, les pas légers mais fermes, chaque nerf à vif. À l'intérieur, les couloirs étaient d'un calme inquiétant. Les lumières de sécurité clignotaient au-dessus, projetant de longues ombres. Ils atteignirent l'ascenseur, mais Thomas secoua la tête. Trop risqué. Les caméras. Au lieu de cela, ils descendirent l'étroit escalier jusqu'au niveau des serveurs. Chaque marche vers le bas ressemblait à une descente dans la vie qu'il avait laissée derrière lui. Quand ils atteignirent la porte de la salle des serveurs, Sarah sortit une clé USB cryptée par l'équipe de Caroline. Branchez ça sur le terminal Racine. Ça copiera et enverra tout vers un coffre-fort cloud sécurisé. TH. Oma ouvrit le panneau et tapa rapidement, ses doigts se souvenant de chaque frappe d'un système qu'il avait autrefois conçu. L'écran s'alluma et les données commencèrent à se transférer. Il se tourna vers Sarah, respirant difficilement. « Nous devons tenir 6 minutes, puis nous sommes tirés d'affaire. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une alarme retentit soudainement.
Un bip doux mais aigu qui devenait de plus en plus fort. Thomas se ficha. Détecteur de mouvement. Quelqu'un l'a déclenché. À l'étage, une voix crépita dans l'interphone. Activité non identifiée détectée au sous-sol 2. Les équipes de sécurité se déploient immédiatement. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Il faut y aller. Thomas arracha la clé USB au moment où la barre de progression atteignit 100%. Ils se précipitèrent dans la cage d'escalier, montant en courant alors que l'écho lointain de bottonnait en bas. Ils firent irruption dans le garage souterrain juste au moment où des phares s'allumèrent de l'autre côté du parking. Un SUV noir se tourna vers eux, moteur rugissant. Par ici. Thomas attrapa la main de Sarah et se précipita vers la sortie la plus éloignée. Le SUV accéléra, se rapprochant rapidement. Un agent de sécurité sauta du côté passager en criant. Thomas poussa une porte latérale et tira Sarah à travers juste au moment où un coup de feu retentit. Des balles en caoutchouc, non létales mais suffisantes pour les mettre à terre. La porte claqua derrière eux. Ils coururent dans la ruelle derrière le bâtiment, le cœur battant, le souffle visible dans l'air glacial. Un haut mur se dressait devant eux. « Je peux vous faire la courte échelle, » dit Sarah en s'accroupissant. « Allez-y. »« Non, allez-y. Allez. » Thomas monta sur ses mains jointes et sauta, attrapant le haut du mur. Il se hissa, puis tendit la main et tira Sarah par-dessus juste au moment où d'autres pas résonnaient derrière eux. Ils tombèrent de l'autre côté, trébuchèrent dans l'ombre et continuèrent de courir jusqu'à ce que la ville engloutisse les bruits de la poursuite. Quelques minutes plus tard, ils se réfugièrent dans un hangar de maintenance abandonné derrière un ancien dépôt de train. Thomas s'appuya contre le mur, haletant. Du sang tachait sa manche. « Vous êtes touché, » dit Sarah, la voix tranchante. « Ce n'est rien, » grimaça-t-il. « Juste une éraflure. Laissez-moi voir. » Elle déchira le tissu et examina la blessure. Une coupure peu profonde, déjà en train de coaguler, mais qui laisserait une cicatrice. « Idiot » marmonna-t-elle en enroulant son bras avec une écharpe. « Oui » souffla-t-il, souriant malgré la douleur. « Mais nous avons les fichiers. » Elle hocha la tête, puis s'assit à côté de lui sur le sol en béton, un silence s'étirant entre eux comme une respiration retenue. « Vous n'étiez pas obligé de venir, » dit-il doucement. « Vous n'étiez pas obligé de me protéger quand cette voiture a foncé sur nous, » répondit-elle. Ils se regardèrent, vraiment, et à ce moment-là, quelque chose changea. La confiance qui s'était construite pendant des jours se transforma en quelque chose de plus profond. Quelque chose de non dit, mais d'indéniable. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Thomas, la voix rauque, « mais je sais que je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. » Sarah tendit la main vers la sienne, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Alors ne le fuyez pas, » murmura-t-elle, et il ne le fit pas. 2 nuits après l'effraction, Thomas était assis dans un coin du bureau du refuge, fixant un téléphone silencieux. Une seule lampe éclairait la pièce, projetant de longues ombres sur le bureau où Sarah planait à côté d'un ordinateur portable, vérifiant les paramètres audio pour la 3e fois. « Vous pensez vraiment qu'elle va mordre à l'hameçon » demanda Sarah, sans lever les yeux. « Elle le fera » répondit Thomas. « Nicole est trop ambitieuse pour renoncer au pouvoir. Elle pensera que je suis désespéré, que je rampe pour revenir. Et Alan, il n'est jamais loin derrière. Elle le mettra dans la boucle. » Sarah hocha la tête, ajusta le gain du microphone et regarda Thomas. « On n'a qu'une seule chance. » « Je sais. » Plus tôt dans la journée, Sarah avait contacté une ancienne connaissance, Lena Foster, une journaliste d'investigation farouchement indépendante, réputée pour faire tomber des géants de l'entreprise. Lena avait accepté de les rencontrer, à une condition. Des preuves. Des vraies pruebas. Alors, Sarah et Thomas lui avaient donné un plan. Maintenant, dans le calme du bureau, Thomas prit une profonde inspiration et composa le numéro de Nicole sur un téléphone prépayé. Sarah lança l'enregistrement. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Puis Nicole répondit, sa voix douce et calme comme de la soie. « Thomas !» Il la hissa échapper un soupir, tremblante. « Nicole, yeah. Écoute, j'ai fait une erreur, en disparaissant comme ça. Je n'aurais pas dû fuir. » Une pause. Puis, une curiosité prudente. « Où es-tu » ? Je ne peux pas le dire. Mais je veux arranger ça. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais je ne veux plus me battre. J'ai réfléchi. Peut-être que vous et Alan aviez raison. Une autre pause. Puis le ton changea. Confiant. Intrigue. Continue. J'ai les documents que vous avez placés.
Je sais ce que vous avez fait tous les deux. Mais je sais aussi comment les faire disparaître. Nous pouvons encore avancer. Ensemble, si tu me le permets. La ligne devint silencieuse. Sarah jeta un coup d'œil à l'écran. L'enregistrement était clair. Finalement, la voix de Nicole revint, basse et rusée. Tu commences enfin à réfléchir intelligemment, Thomas. Nous pouvons faire disparaître tout ça. Alan a déjà fait des ajustements aux chronologies. Les audits correspondront. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ta coopération. Je veux revenir, dit Thomas. Dis à Alan que je jouerai le jeu. Je ferai même une déclaration, dirai que tout était un malentendu, que j'ai paniqué. Sarah last points sous le bureau. Bien, répondit Nicole. Il fallait juste que tu réalises qui a vraiment le contrôle. Reviens discrètement et tout disparaîtra. Thomas resta calme. J'aurai besoin de quelques jours pour tout mettre en place. Pas de problème, dit doucement Nicole. Ne disparais plus. La ligne se coupa. Thomas fixa le téléphone, le cœur battant la chamade. On les a eus. Sarah copiait déjà le fichier sur une clé USB, ses mains fermes. Chaque mot. Tout est là. 1 heure plus tard, Lena Foster était assise en face d'eux dans la petite salle à manger du refuge, des écouteurs sur les oreilles, son expression s'assombrissant de seconde en écoutant l'enregistrement. Quand ce fut terminé, elle leva les yeux vers Thomas et Sarah avec une fureur tranquille. Ça va tout faire brûler. Bien, dit Thomas. Lena hocha la tête. Donnez-moi 24 heures. Alors qu'elle sortait dans la nuit, la clé USB serrée dans sa main, Sarah se tourna vers Thomas. Plus de retour en arrière maintenant. Je ne le veux pas, répondit-il, les yeux dans les siens. Plus maintenant. Et avec cela, la dernière pièce de leur piège se mit en place. La nouvelle s'est répandue sur Internet comme une traînée de poudre. Quelques heures après la publication de l'article de Lena Foster, l'histoire a explosé sur tous les grands médias. Le titre était direct, brutal et indéniable. Un PDG milliardaire piégé par sa fiancée et son partenaire juridique, un enregistrement secret révèle une trahison d'entreprise massive. L'article incluait des extraits audio, des captures d'écran de documents et une chronologie du montage frauduleux. La voix off de Lena narrait avec une clarté inébranlable, exposant Nicole Harper et Alan Royce pour ce qu'ils étaient vraiment. La réaction du public fut immédiate et viscérale. Le visage de Nicole, autrefois la coqueluche des magazines d'affaires et des cercles d'influenceurs, apparut sur les écrans, accompagné des mots fraude, manipulatrice et mandat d'arrêt. Alan Royce, lui aussi, fut nommé en toutes lettres. Tous deux étaient désormais officiellement des fugitifs faisant l'objet de poursuites fédérales, notamment pour fraude électronique, obstruction à la justice et complot. Le ministère de la Justice confirma la validité des preuves et émit des mandats d'arrêt le jour même. Pendant ce temps, le nom de Thomas Whitaker passa de PDG entaché de scandale à lanceur d'alerte et survivant. Pendant des jours, les titres louèrent son courage. Thomas Whitaker lave son nom dans un retournement de situation stupéfiant. L'héritier de la tech déchu se rachète avec des révélations. L'homme qui a renoncé au pouvoir pour la vérité. Thomas resta silencieux. Il lut les articles, regarda les interviews, écouta les experts juridiques disséquer les couches de la trahison. Mais pendant tout ce temps, il resta à l'intérieur du refuge, à côté de la femme qui lui avait sauvé la vie, alors que le monde lui avait tourné le dos. Puis la presse frappa à sa porte. Caroline Mendez, son avocate de confiance, organisa une conférence de presse officielle, un moyen de clarifier les choses directement, publiquement. Elle invita Sarah, l'incitant doucement à y assister. Thomas le lui demanda lui-même la veille au soir. Il se tenait dehors sous un ciel froid, les étoiles à peine visibles au-dessus de la lueur de la ville. « Vous devriez être là, dit-il doucement. Vous étiez là quand personne d'autre ne l'était. » Sarah secoua lentement la tête. « J'étais aussi là quand les caméras ont tordu la vérité et m'ont transformée en méchante. J'en ai fini avec les projecteurs, Thomas. Je n'ai pas besoin que le monde sache qui je suis. Je veux juste vivre une vie qui soit réelle. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Il comprends. » Le lendemain, il se tenait seul au podium, les flashs crépitant comme des orages autour de lui. Sa voix, claire et ferme, raconta la chronologie de la tromperie, de la trahison et de la fuite. Il répondit aux questions. Il remercia les journalistes qui étaient restés fidèles à l'intégrité. Mais lorsqu'on lui demanda s'il retournerait à son poste chez Whitaker Dynamics, sa réponse stupéfia la salle. « Non, dit-il. Je ne retournerai pas dans l'entreprise.
Des exclamations, des murmures, des claviers tapant frénétiquement. J'ai appris que le pouvoir, aussi bien mérité soit-il, ne signifie rien sans des gens en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Mon père m'a laissé une entreprise, mais ici, il posa une main sur sa poitrine, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Un but, de vraies connexions, une chance de faire quelque chose qui aide les gens sur le terrain. Le refuge ne fit pas les gros titres, mais c'est là que Thomas retourna ce soir-là. Pas de service de sécurité, pas de limousine, juste lui, un sac de sport et une détermination tranquille. Sarah était dans la cuisine quand il entra. Elle se tourna, s'essuyant les mains sur un torchon, les yeux calmes mais interrogateurs. « Vous êtes revenu » dit-elle. « Je ne suis jamais vraiment parti. » Répondit-il. Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant avec un demi-sourire. « Et maintenant, vous disparaissez dans la vie normale ?» Il s'approcha, comblant l'espace entre eux avec une douceur qui les surprit tous les deux. « Non, dit-il. Maintenant, je reste. Non pas parce que je fuis, non pas parce que je dois quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je veux être ici, avec vous. » Le souffle de Sarah se coupa, juste un peu. « Thomas. Je suis tombé amoureux de vous, Sarah. Quelque part entre la réparation de tuyaux et l'esquive de balles, je vous ai vu, et je n'ai pas pu détourner le regard. » Ses yeux scrutèrent son visage, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Ce n'est pas vraiment un conte de fées. »« Non, sourit-il, mais c'est réel. » Et alors qu'elle se blottissait dans ses bras, posant sa tête contre sa poitrine, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, c'était mieux que n'importe quel conte de fées. Parce que cela avait été mérité, par la vérité, par le feu, par le choix de l'un l'autre alors que le monde leur avait donné toutes les raisons de ne pas le faire. Et dans ce petit refuge tranquille, bâti sur des secondes chances et un espoir têtu, l'amour n'avait pas besoin d'un projecteur pour briller. Il avait juste besoin de deux personnes assez courageuses pour s'accrocher. L'odeur de cannelle et de pain cuit emplissait l'air, tandis que les rires résonnaient dans le vieux centre communautaire. Des guirlandes lumineuses bordaient les fenêtres, jetant une lueur dorée sur les longues rangées de tables, chacune dressée avec soin. Les rires des enfants se poursuivant autour des piles de chaises fusaient, et le doux bourdonnement de la musique jouait sous le chaos joyeux. Dehors, la neige tombait en flocons doux, recouvrant les rues de silence, mais à l'intérieur, la chaleur régnait. Sarah se tenait près du buffet improvisé, aidant un jeune garçon à se servir de la purée de pommes de terre dans son assiette. Elle portait un pull vert foncé et un pendentif en argent en forme d'étoile, simple, beau et indubitablement elle. Un an s'était écoulé depuis la nuit de tempête où Thomas avait trébuché dans son refuge, saignant et brisé. Depuis lors, tout avait changé, et pourtant, d'une certaine manière, tout était revenu à son point de départ. Elle était maintenant la directrice financière du projet Le Havre, une organisation à but non lucratif fondée par Thomas après avoir quitté Whittaker Dynamics. Ensemble, ils étaient passés d'un refuge à 6, dispersés à travers l'État, chacun modelé sur les valeurs qu'ils partageaient tous les deux, la dignité, la confiance et les secondes chances. Thomas s'était adapté à sa nouvelle vie avec une joie tranquille. L'homme qui signait autrefois des contrats de plusieurs millions de dollars dans des salles de conseil de Penthouse avait disparu. Maintenant, il se présentait en bottes de travail et manches retroussées, distribuant des manteaux et réparant des chauffages cassés. Et pendant tout ce temps, il restait aux côtés de Sarah, non pas comme un homme ayant besoin de rédemption, mais comme celui qui avait trouvé un but. Ce soir, c'était leur première célébration de Noël annuelle pour les résidents des 6 refuges. Plus de 200 personnes remplissaient la salle, mangeant, riant, guérissant. Le succès était visible dans chaque sourire, chaque regard reconnaissant. Thomas la trouva près de la scène où des bénévoles distribuaient des tasses de cidre. « Tu m'as échappé » dit-il avec un sourire, glissant une main dans la sienne. « Tu étais trop occupé à conquérir toute la salle. »« Coupable » dit-il. « Mais j'ai quelque chose pour toi. » Elle haussa un sourcil. « Maintenant » Il la conduisit dehors, juste au-delà de la lueur des lumières, où la neige dérivait tranquillement autour d'eux. L'air était froid mais pas mordant, paisible. De la poche de son manteau, Thomas sortit une petite boîte en velours. Pas spectaculaire, pas tapac sans grave l'œil, juste honnête. Sarah la regarda, son souffle visible dans le froid. « Thomas, ce n'est pas une bague de fiançailles, » dit-il doucement en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait un anneau en argent, gravé de motifs délicats,
ressemblant à des toits de refuge et à des étoiles. Il scintillait subtilement sous la lumière des fenêtres. « Ce n'est pas pour vous posséder, dit-il. Ce n'est pas pour vous réclamer ou vous lier. C'est une promesse. » Elle leva les yeux vers lui, son regard doux, son cœur calme. « Une promesse que je resterai. » Continua-t-il, « que quoi qu'il arrive, bon, mauvais, ordinaire, je ne fuirai pas. Pas de ça, pas de nous. » Ses yeux s'embuèrent alors qu'elle tendait la main et touchait la bague. « Vous êtes ridicule, » murmura-t-elle. « Est-ce un oui » demanda-t-il en souriant. Elle prit la bague de la boîte et la glissa à son doigt, puis elle entrelaça ses doigts avec les siens. « Je n'avais pas besoin d'une bague pour savoir que vous resteriez, dit-elle, mais je suis contente que vous m'en ayez donné une quand même. » De l'intérieur, le son des cloches d'église commença à sonner, le vieil carillon antique du refuge, maintenant restauré et sonné par une petite fille dans une écharpe rouge, qui riait à chaque tintement. Sarah se pencha contre lui, posant sa tête sur sa poitrine alors que les cloches chantaient dans l'air. Deux personnes que le monde avait autrefois rejetées se tenaient maintenant main dans la main, entourées de la chaleur de la vie qu'elles avaient construite. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais réelle et durable. Et à ce moment-là, sous la neige et les étoiles et le doux carillon de l'espoir, le bonheur resta enfin. Et ainsi, d'une nuit de Noël enneigée à une année remplie de guérison, de confiance et de seconde chance, Sarah et Thomas trouvèrent quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Un amour n'est non pas des contes de fées, mais de la vérité, de la résilience et du choix de l'un l'autre chaque jour. Parce que parfois, l'amour le plus puissant est celui qui reste quand le monde s'en va. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui remue l'âme, où chaque conte est un voyage d'espoir, de guérison et de la belle force de l'esprit humain. Nous vous apportons de vraies histoires qui émeuvent l'âme, et peut-être, juste peut-être, changent une vie. Merci de votre attention. À la prochaine histoire.